Bienvenue à vous, mes frères et sœurs des sept et saintes églises, vous qui êtes sur le chemin de la vérité, de la justice et de la constance. J'en rajoute toujours un petit peu, vous avez vu. Donc, me revoici pour la deuxième partie. Vous avez vu, j'ai pas pu attendre. De toute façon, ce n'est pas un grand projet auquel je m'attaque là. Donc, nous allons voir la deuxième partie en ce qui concerne les chemtrails. Ça va, Doudou? Doudou. Alors, là, je vais m'adresser plus particulièrement aux anticonspirationnistes ou conspirationnistes. Je sais pas trop, on sait pas trop où ils sont. Ils sont quelque part, en tout cas. Ils sont quelque part, ça c'est sûr, mais on ne sait pas s'ils sont dans la conspiration ou dans l'anticonspiration. J'espère que vous-même, vous savez où vous êtes. C'est le principal. Ce serait déjà pas mal parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'ils disent, qui ne savent pas ce qu'ils font, qui ne savent pas où ils vont, qui ne savent pas d'où ils viennent. Donc, bien, je vais mettre les choses au clair. Alors, les anticonspirationnistes, de toute manière, dès qu'on leur montre qu'ils ont tort, ils trouvent toujours quelque chose à dire. Il n'y a pas de géo-ingénierie pour commencer. Quand on leur prouve qu'il y a de la géo-ingénierie, ils disent ah mais il n'y a pas de chemtrails. Et quand on leur prouve qu'il y a des chemtrails, ils disent ah mais prouve-nous que les chemtrails sont nocifs. Oui, mais vous inquiétez pas, nous allons voir tout ceci ensemble parce que vous savez, il s'agit de sujets scientifiques et les documents existent. Les documents concernant ce sujet, la géo-ingénierie, ils existent. Alors que ce soit bien clair. Cela diffère selon les pays, les continents. Il y en a qui sont dans les découvertes scientifiques qui sont plus avancées que d'autres. Nous savons un petit peu tous ceci. Nous savons que par exemple en Afrique, au niveau scientifique, il n'y a pas une énorme évolution. Ce n'est pas trop de leur faute non plus. Ils ne sont pas trop aidés. On les aide plutôt à creuser leur trou. C'est malheureusement ce qui se passe. Normalement, ça devrait être l'inverse. On devrait les aider à exalter leur continent. Mais enfin, ceci dit, nous savons qu'il y a des différences entre l'évolution scientifique de chacun pays. Cela ne signifie pas que s'il y a un retard dans un pays, il ne faut pas que ce pays qui est en retard s'imagine que tous les autres pays avoisinants sont en retard. C'est pareil pour les individus. C'est pas parce que vous ignorez des choses, ce n'est pas parce que vous avez fourni aucun effort à vous cultiver que cela signifie que tous ceux qui vous entourent ne fournissent pas d'efforts pour se cultiver. Et ce n'est pas parce que vous utilisez de mauvaises sources que cela signifie que tout le monde autour de vous utilise des mauvaises sources. Donc, je vais utiliser pour exemple, dans ce cas précis, de l'évolution, je vais utiliser un exemple qui va être un argument en plus dans ce sujet des chemtrails. Donc, ce sujet, c'est le nucléaire. Alors, voici le IRSN, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, un site officiel où que ce soit civil ou militaire, l'énergie nucléaire, il y a des pays qui ne l'ont pas découvert, mais sachez qu'ils ont conscience, ils ont conscience qu'à côté, il y a des pays voisins qui, eux, ont cette connaissance-là, vous voyez, et qui demandent qu'à apprendre. Ils demandent qu'à apprendre. Malheureusement, on va leur reprocher. De notre côté, c'est plutôt rassurant aussi, je dirais. C'est vrai que pour certaines personnes, la connaissance est mal utilisée, la plupart du temps, malheureusement. Donc, pour les amnésiques, qui n'ont pas conscience que la science a des mauvais côtés. Alors, je vais utiliser cet exemple-là du nucléaire pour vous ouvrir les yeux, et puis de temps en temps, je viendrai vous réveiller si vous vous endormez, les anticonspirationnistes, amnésiques. Je viendrai vous réveiller, vous inquiétez pas, je surveille. Essayez de suivre, parce que c'est très sérieux et je vais me baser sur des colloques scientifiques du CNRS, Centre National de Recherche Scientifique. Alors pour les anticonspirationnistes qui sont des stars, des vedettes, qui vont chercher à
à contredire ces scientifiques, eh bien, je vous invite à postuler là-bas au CNRS, de vous faire embaucher. Peut-être que vous serez directeur, qui sait, peut-être directeur de l'univers, hein, allez savoir. Vous avez des petites chances. Hein. En tout cas, moi, je vais me baser sur des faits, sur des études et sur des recherches, sur des suppositions, sur des craintes hein, que la géo-ingénierie suscite. Donc, je vais commencer par le nucléaire, remémorer certaines choses, hein, les amnésiques, hein, qui vivent dans un monde de bisounours, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Donc, et si vous n'avez pas vu la première partie, alors, les essais atmosphériques d'armes nucléaires, des retombées radioactives à l'échelle planétaire. Les essais nucléaires atmosphériques. Un essai nucléaire désigne l'explosion d'une bombe atomique à des fins expérimentales. Le premier essai a lieu le 16 juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique aux États-Unis, 3 semaines avant le bombardement d'Hiroshima et Nagasaki au Japon. Donc, déjà, je vais apporter une petite précision. Il s'agit du projet Manhattan. Projet Manhattan dirigé par Monsanto avec son équipe. Hein. Donc, là, nous voyons bien qu'il s'agit d'essais dans l'atmosphère, c'est-à-dire en plein air. Hein, en plein air. Et là, ils sont en train de dire que ces essais expérimentaux, hein, ils font des expériences avec des cobayes à plus ou moins grande échelle. Eh bien, il est dit qu'il y a des retombées radioactives. Hein. Jusqu'en 1960, les essais sont essentiellement pratiqués dans l'atmosphère. Les explosions ont pour conséquence le rejet et la dissémination de matières radioactives dans l'environnement. En raison de la répartition des sites de tir et du nombre d'essais pratiqués, la contamination concerne l'ensemble du globe. Donc déjà, nous pouvons constater que l'air est pollué par de la radioactivité. Hein, et ce sont des actes scientifiques. Hein, pour ceux qui s'imaginent que la science n'est que bienveillance. Eh bien, vous vous rendez compte qu'en fait, ils niquent tout le monde. Hein. L'important pour eux, c'est de montrer qu'ils ont un gros missile, quoi. Alors, une grande variété de radionucléides émis. Alors, vous avez quelques schémas, quelques croquis, des petits dessins. Vous voyez que ça part du neutre, vous voyez, la composition. Alors, entre 1945 et 1980, plus de 500 essais atmosphériques sont pratiqués essentiellement dans l'hémisphère. Plus de 2400 essais nucléaires, dont 543 essais atmosphériques, c'est-à-dire dans l'air, ont été réalisés par les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la France et la Chine entre 1945 et 1980. Donc pour les anticonspirationnistes qui se sont arrêtés dans les années 50, normalement vous devez être au courant de ça. Hein, parce que ça a commencé en 1945, normalement Nagasaki, Hiroshima, vous devez connaître ça normalement. Hein, donc là je ne vous apprends pas grand chose normalement, mais vous inquiétez pas, on va monter le niveau, vous allez apprendre des choses, là je vais vous faire voyager et vous allez peut-être changer de cerveau, hein, déjà, et peut-être changer de lunettes aussi. Hein. Entre 1945 et 1980, les sites d'essais sont répartis sur l'ensemble du globe, mais la plupart des explosions ont lieu dans l'hémisphère nord à partir de 1960. Les tirs souterrains remplacent progressivement les explosions aériennes. Donc il y a une petite progression, une petite avancée de conscience à ce niveau-là. Donc, nous pouvons constater que lorsqu'ils font leurs tests scientifiques, eh bien, cela peut infecter tout le globe. Hein. Il faut avoir conscience de ceci, ne pas faire les amnésiques. Hein. Se rendre compte que parfois la science fait des bêtises aussi. Hein. Maintenant, j'ai envie de voir ce sujet aussi, ce qui concerne la désinformation. Alors, vous remémorez ça aussi, que il fut un temps, il paraît que ça n'existe plus de nos jours, mais il fut un temps où il y avait un centre de désinformation, que ce soit la CIA ou au KGB. Hein, normalement, vous avez dû en entendre parler. Donc c'est un petit peu l'origine du fake news. Alors,
Le silence de son biographe sur ce qui demeure à ce jour le seul ouvrage jamais publié par Helms est d'autant plus surprenant qu'on en trouve un commentaire détaillé dans 2 des livres sur la CIA qui, malgré leur point de vue opposés, font néanmoins l'un et l'autre autorité. Celui d'Alan Dulles et celui de Victor Marchetti et John Marks. 2 commentaires d'autant plus intéressants qu'ils n'aboutissent pas du tout aux mêmes conclusions. Voyons d'abord ce que dit Alan Dulles en 1963. Donc là, 1963, malheureusement, je crois que là, les anticonspirationnistes, ils sont pas au courant. Hein. Non, ils savent pas. Ils se sont arrêtés dans les années 50. Hein, donc 1963, je vais vous apprendre quelque chose. Là, vous allez commencer à évoluer. Voyons d'abord ce que dit Alan Dulles en 1963. Les soviétiques, écrit-il, ont centralisé la responsabilité du planning et du lancement des opérations tromperie dans un département spécial du service de sécurité de l'État, KGB, qui a reçu le nom de Bureau de désinformation. Et à savoir que ce bureau de désinformation au KGB existe aussi à la CIA aux États-Unis. Alors, KGB, qui a reçu le nom de Bureau de désinformation. Au cours de ces dernières années, ce service s'est spécialement occupé de rédiger et de distribuer ce qui a la prétention d'être des documents officiels américains, anglais ou provenance d'autres pays du monde libre. Alors, ces documents concernent des documents, de faux documents qui ont été fabriqués, hein, que ce soit des documents économiques, politiques, scientifiques. Voilà. Il faisait circuler de fausses informations, hein, ce contre quoi je lutte en permanence avec constance. Et je ne me contredis pas moi-même. Voilà en ce qui concerne la désinformation. Maintenant, nous allons voir, comme je vous disais, des colloques, hein, de scientifiques du CNRS. Alors, si vous êtes plus fort que ça, les anticonspirationnistes, si vous voulez contredire les scientifiques, allez-y, faites-le par commentaire, n'hésitez pas. Hein, si vous voulez leur apprendre des choses, hein, que vous savez, que tout le monde ignore, hein, allez-y. Peut-être même que vous pourrez avoir une place à prendre. Hein, peut-être que vous serez embauché, hein, par le CNRS, hein, si vous avez des arguments forts, hein, si vous êtes une intelligence supérieure que les scientifiques, hein. Surtout, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Hein. Alors, le climatologue face à la recherche en géo-ingénierie du climat. Donc, déjà, pour les anticonspirations, regardez, hein, géo-ingénierie. Ça existe. Géo-ingénierie, les mecs. Oh putain, qu'est-ce que c'est ça? Peut-être que vous allez apprendre. Là, vous apprenez des choses encore. Restez réveillés, hein. Restez réveillés, restez avec moi. Alors, Olivier Boucher. Alors, vous pouvez faire vos recherches. Vous avez plein de documents d'Olivier Boucher en ce qui concerne la géo-ingénierie. Laboratoire de météorologie dynamique. C'était en 2013. Ah là, 2013, c'est pareil, c'est après les années 50. Normalement, vous n'êtes pas au courant. 8 janvier 2013, colloque sciences à très grande échelle. Là, vous voyez un petit article. L'ingénierie climatique face au réchauffement climatique. Alors, vous voyez, il faut comprendre que, comme je vous ai dit dans la précédente partie, que la science a un bon et un mauvais côté. C'est-à-dire que il peut y avoir un côté positif dans la géo-ingénierie, dans le fait de balancer certains produits dans l'atmosphère. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas cité dans les articles, parce que vous voyez, quand on est resté éveillé, quand on a les connaissances de notre époque, hein, que nous ne sommes pas arrêtés dans les années 50, eh bien, on peut aller plus loin encore. C'est-à-dire que, par exemple, l'épandage de chemtrails pourrait être utilisé, par exemple, pour lutter contre la radioactivité d'Hiroshima. Vous voyez, hein, balancer des produits qui seraient là pour atténuer la radioactivité de n'importe quelle centrale, d'ailleurs, que ce soit aussi à Tchernobyl. Vous voyez, hein, s'il y a un avion qui passe, qui balance un produit qui est capable d'annihiler la radioactivité, eh bien, ce serait positif pour nous tous. Hein. Vous voyez, c'est le côté positif qu'il peut y avoir lorsque nous avons des connaissances. Là, il faut avoir
faut avoir un haut niveau, les mecs. Hein. Que vous n'avez pas, malheureusement, vous êtes en retard de 50 ans, les mecs. Aïe, 60 ans bientôt, là. Va falloir vous dépêcher. Hein. Alors, plan de l'exposé. Définition, en première partie, définition. Deuxième partie, la géo-ingénierie du climat est-elle possible? Alors voilà, comme je vous ai dit en début de la vidéo, il y a des pays qui sont plus ou moins évolués au niveau scientifique. Nous, en France, nous posons la question. Hein. C'est pareil pour le nucléaire. Hein, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands avaient découvert le nucléaire. Ensuite, ça a été les Américains. Et nous, c'est pas pour autant qu'on s'est dit c'est pas possible. Hein. On s'est pas dit non, ça n'existe pas. C'est pas vrai. C'est du conspirationnisme. Non, non, ils ont fait leurs recherches. Hein, nous avons fait nos recherches de notre côté. Et puis nous avons fini par le découvrir la vérité. Hein, à force de faire nos recherches. Mais ceci dit, les Américains l'avaient découvert avant nous. Donc ce n'est pas parce que en France nous nous posons des questions ou des hypothèses ou des théories que cela signifie que ça n'existe pas à l'étranger. D'ailleurs, nous verrons tout ça, vous inquiétez pas. Alors nous allons voir en troisième partie les motivations et justifications, puis en quatrième partie la conclusion. Alors vous avez des petits dessins, hein, vous aimez bien les petits dessins, les petits montages, je sais, hein, vous aimez bien ça, donc voilà. Hein, le réchauffement concerne quasiment toutes les régions. Bah oui, c'est le réchauffement climatique. Donc dites-vous que la géogénérie, elle va avoir un côté positif. Ceci dit, ils ne savent pas trop encore si dans la durée, ben, ça ne va pas être un mal encore pire que celui d'origine, vous voyez. Si le médicament ne sera pas encore pire que la maladie, en fait. C'est les scientifiques qui se posent cette question-là, mais les scientifiques sont à haut niveau. Hein. Ouais, vous là, vous êtes en bas là. Eux ils sont là, vous êtes là, les mecs. Hein. 60 ans de retard. Hein. Si c'est pas un millénium. Je dirais, vous avez un millénium de retard. Enfin bon. On va pas trop compliquer la tâche. Alors, qu'est-ce que la géo-ingénierie du climat, aussi appelée l'ingénierie climatique planétaire? L'ingénierie climatique planétaire désigne toute technique de manipulation délibérée et à grande échelle de l'environnement dont le but est de contrecarrer le changement climatique. Voilà. Donc là, vous avez l'explication de la géo-ingénierie. Nous allons voir après ce qui est utilisé dans ce but de contrecarrer le changement climatique, les différentes techniques. Qu'est-ce que la géo-ingénierie? Ça c'est vu. Alors voilà, ici vous avez un dessin, c'est un petit dessin, alors cela vous montre qu'il y a différentes couches. Il y en a une qui sert comme réflecteur solaire, et il y en a une qui sert comme et un aérosol stratosphérique. Ouais, tout ça c'est utilisé comme réflecteur solaire. Voilà. Alors, qu'est-ce que la géo-ingénierie? Nous avons vu ça. Définition de la géo-ingénierie du climat. IPCC Expert Meeting on Geoengineering 2011, glossaire du 5e rapport d'évaluation du WGI 2013. Alors nous allons attaquer la deuxième partie. La géo-ingénierie du climat est-elle possible? Oui, on se pose la question en France, mais ça commence à dater. C'était en 2013, donc là ils ont déjà plus de réponses aujourd'hui parce qu'ils évoluent. Hein. Ils ne sont pas restés bloqués dans les années 1950. C'était en 2013 et depuis ils ont encore appris des choses. Hein. Besoin fort d'adaptation, tentation d'utiliser les techniques de rayonnement solaire pour réduire les impacts du changement climatique. Technique de capture du CO2 atmosphérique. Donc voilà, ce qu'ils cherchent à faire, c'est à repousser les rayons solaires et à diminuer le taux de carbone, de CO2. Avertissement. Les techniques de gestion du rayonnement solaire n'existent que sur le papier, en ce qui nous concerne en France. Il n'y a pas d'expérimentation en cours, à l'exception d'une éjection d'aérosols de très petite échelle menée par
Yuri Israël en Russie. Donc vous voyez, en Russie, eux, ils ont déjà fait des expériences, ils ont déjà fait des tests. Pour ceux qui ont des yeux pour voir, nous constatons que c'est à grande échelle de nos jours. Et nous allons voir pourquoi c'est à grande échelle de nos jours. À ne pas confondre avec les techniques de modification du temps qui sont toujours utilisées dans certaines régions. Mais on peut appréhender ces techniques par la simulation numérique, l'étude d'analogues naturels, l'étude de pollution anthropique existante. Premier exemple, aérosol stratosphérique. On peut imaginer injecter du SO2, du H2S, des aérosols d'acide sulfurique, voire d'autres types d'aérosols. Les éruptions volcaniques fournissent un analogue naturel, par exemple le Pinatubo avec 20 millions de tonnes SO2 injectées en 1991. Deuxième exemple, rendre les nuages maritimes plus réfléchissants. La pulvérisation d'eau de mer augmente la concentration de particules de sel marin qui modifient la structure des nuages. L'effet indirect des aérosols anthropiques fournit un analogue, mais montre aussi la difficulté de la méthode puisque le forçage associé reste très incertain. Les aspects technologiques ne sont pas maîtrisés. En ce qui nous concerne en France, après il y a des pays qui sont plus développés, comme les États-Unis et la Russie. Vous avez quelques cartes, changement de température avec et sans géo-ingénierie. Donc là c'est avec, et là c'est sans. Inversement, là c'est sans et là c'est avec. Réduction de la constante solaire, avec grâce au réflecteur. Changement de précipitation avec et sans géo-ingénierie. Là, pareil, nous remarquons bien un changement. Détection des changements climatiques dans un monde avec géo-ingénierie. La variabilité climatique est très grande. Il ne serait pas possible d'attribuer les effets de la géo-ingénierie sur la glace de mer arctique avant 2050. Bon, 2050, ça c'est ce qu'ils s'imaginent, ils rêvent, ils s'imaginent que ça va encore durer comme ça pendant 10 000 ans, mais non, c'est du rêve. Les techniques de SRM seraient difficiles à vérifier sur des variables autres que T. Les effets résiduels sur la précipitation seraient noyés dans la variabilité. Les températures, les précipitations. Problème de l'interruption des techniques de gestion du rayonnement solaire. Alors, plan de l'exposé, nous en sommes à la troisième partie, motivation et justification. Motivation, justification des recherches. Plan A. La géo-ingénierie est plus rapide à mettre en place et moins chère que l'instauration de taxes carbone et la réduction des émissions de CO2. Donc ce premier plan est plutôt compliqué, je trouve, je dirais même contradictoire, parce que là, je vais vous relire, la géo-ingénierie est plus rapide à mettre en place et moins chère que l'instauration de taxes de carbone. Donc ils disent que la géo-ingénierie est moins chère qu'une taxe. Et ce serait plus rapide. La géo-ingénierie serait plus rapide, plus efficace, mais moins chère qu'une taxe. Alors que la taxe, normalement, elle est censée remplir la caisse. Elle n'est pas censée la vider. Et la géo-ingénierie, ça coûte de l'argent, ça va bien. Donc là, il y a une petite contradiction bizarre. La géo-ingénierie est plus rapide à mettre en place et moins chère. Alors c'est peut-être au niveau environnemental. Ça nous coûtera moins cher, mais encore, même ça, c'est contradictoire, je trouve. Alors, plan B. Nous devons préparer un plan B parce que nous ne pourrons pas réduire les émissions de gaz à effet de serre à temps. Comprenez bien que là, c'est une question de timing aussi. Là, il faut se dépêcher. Ils sont en train de dire, là, il faut aller vite, les gars, parce que on est allé un petit peu trop loin, là, avec le pétrole.
Alors, plan C, la géo-ingénierie peut générer des opportunités commerciales, soit par un financement direct des États, soit par un accès régulé au marché du carbone via l'émission de crédits. Plan D, le contrôle du climat, en particulier le contrôle régional, pourrait aider à prévenir des conflits ou conférer un avantage militaire en cas de conflit. Donc là, nous voyons qu'il y a aussi un intérêt militaire. Comprenez bien, le contrôle du climat, en particulier le contrôle régional, pourrait aider à prévenir des conflits ou conférer un avantage militaire en cas de conflit. Donc là, nous sommes en plein dans la conspiration, hein, pour les anticonspirationnistes ou pour les bisounours amnésiques. Là, il s'agit bien d'utiliser le contrôle du climat comme arme, ou d'attaque, ou de défense. Hein. Plan E, écologiste ou pseudo-écologiste. L'urgence écologique requiert que nous examinions sérieusement un déploiement. Alors, motivation, justification, les recherches, où se situe le climatologue. Plan B, backup. Nous devons préparer un plan B parce que nous ne pourrons pas réduire les émissions de gaz à effet de serre à temps. Donc, il est bien question de temps de se dépêcher. L'urgence écologique requiert que nous examinions sérieusement un déploiement. Donc, c'est une nécessité imminente. Géo-ingénierie versus changement climatique, géo-ingénierie versus adaptation, géo-ingénierie versus atténuation. Conclusion, la géo-ingénierie du climat regroupe un grand nombre de méthodes des plus douces aux plus agressives et dont certaines sont plausibles. Il existe un besoin de faire de la recherche sur la géo-ingénierie afin de pouvoir l'évaluer et éclairer l'action publique. Mais la manière de mener les recherches n'est pas neutre. Les recherches sur l'ingénierie climatique enrichissent et fertilisent celles sur le climat et le changement climatique. L'impact sociétal des recherches en géo-ingénierie n'est pas à négliger. Distraction par rapport aux efforts de réduction des émissions, aléas moral ou moral hasard. Oui, parce que on ne sait pas trop où on va là encore. Donc voici un premier colloque du CNRS. Nous allons voir un deuxième. Gouverner la recherche en géo-ingénierie et où gouverner le déploiement des techniques. Comment définir des limites. Ami Dahan, Mike Van Emmer, colloque du Comet, 8 janvier 2014. Alors encore une fois, je vous dis à vous, anti-conspirationnistes, si vous êtes des champions de l'univers, si vous avez une culture scientifique solide, ben, n'hésitez pas à le dire par commentaire et envoyez votre CV au CNRS. N'hésitez pas. Introduction. Pour aborder le thème même de notre titre et étant historienne des sciences, nous proposons un bref détour par l'histoire, en particulier par l'ingénierie climatique de la guerre froide pour revisiter les origines de cette imaginaire matinée de Jules Verne et de Guerre des étoiles, à nouveau présent dans les agendas de recherche, puis parcourir à grands pas les 30 années de débats et de réactions que les projets de géo-ingénierie ont suscité jusqu'au moment de l'Anthropocène et ses liens avec l'ingénierie planétaire, comprendre l'histoire et l'imaginaire de ces projets technologiques, savoir comment ils se sont déjà inscrits dans les interactions entre science et politique est indispensable pour mesurer les responsabilités scientifiques et éthiques du jour. Ingénierie climatique de la guerre froide. Dans son ouvrage Fixing the Sky, The Checkered History of Weather and Climate Control, James Fleming relate la spéculation d'après-guerre concernant les possibilités de maîtrise du temps et du climat. Animé d'un grand enthousiasme pour les technologies, les scientifiques des deux blocs et leurs généreux gouvernements font publiquement part de leurs rêves prométhéens de contrôle du climat et de la météorologie à grande échelle. On sait que le grand John von Neumann a très tôt caressé ce rêve, qui des craintes que le bloc adverse ne développe des armes de cette nature. Des scientifiques imaginaient déjà des scénarios de modification du temps
et du climat par altération des propriétés radiatives, soit de la surface terrestre, en agissant sur les propriétés radiatives des déserts ou des glaces polaires, soit de l'atmosphère, en créant par exemple un gigantesque nuage de glace dans la stratosphère grâce à l'explosion dans l'océan Arctique de bombes H. Donc, là, pour les anticonspirationnistes qui disent « Ah, mais ça fera pas de mal, faut dire qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans ?» Ben, je vais vous le redire encore une fois. Et là, c'est que pour le côté militaire. Hein. Des scientifiques imaginaient déjà des scénarios de modification du temps et du climat par altération des propriétés radiatives, soit de la surface terrestre, en agissant sur des propriétés radiatives des déserts ou des glaces. Alors, c'est pas là. Dans son ouvrage, alors, animé d'un grand enthousiasme pour les technologies, les scientifiques des deux blocs et leurs généreux gouvernements font publiquement part de leurs rêves prométhéens de contrôle du climat et de la météorologie à grande échelle. On sait que le grand John von Neumann a très tôt caressé ce rêve, qui des craintes que le bloc adverse ne développe des armes de cette nature. Alors, pour les anticonspirationnistes, vous me direz ce qu'il n'y a pas de dangereux dans une arme. Je veux dire, une arme, il faut aller voir la définition dans le dictionnaire. Vous êtes réveillés ? Restez réveillés, hein, surtout. Hein. Alors, c'est une arme. Hein. La géoingénierie peut être utilisée comme une arme. Donc, si vous posez la question quel est le côté néfaste, vous avez déjà une première réponse. Alors, bombage propre, soit des propriétés de l'espace en mettant sur orbite de grands miroirs réfléchissants. Donc, c'est possible que ça existe déjà, ça aussi. C'est possible qu'il y ait déjà des miroirs réfléchissants. Hein. Les scientifiques qui communiquent le plus sur le sujet sont des météorologistes qui ont participé au grand programme scientifique sur l'atmosphère financé par les militaires, mené notamment dans le cadre des essais nucléaires atmosphériques, ainsi qu'au premier programme de développement des modèles numériques. Les modèles apportent en effet la promesse de simulations réalistes, de la circulation générale de l'atmosphère et dans le même temps la promesse d'une maîtrise du climat par l'homme. Toutefois, les élaborations de ces scénarios d'ingénierie climatique soulignent souvent eux-mêmes l'impossibilité pour leurs modèles et donc pour l'homme de prévoir avec précision les conséquences d'une intervention ingéniérique sur le climat. Donc là, ils disent qu'eux-mêmes ne peuvent pas prévoir ce que cela va engendrer. Ils ne peuvent pas être sûrs à 100%. Donc je continue. Donc si vous savez, si vous avez les réponses anticonspirationnistes, vous les génies de l'univers, vous qui ne voyez rien, mais qui savez tout, eh bien, envoyez votre CV, envoyez votre dissertation au CNRS, et ils vont la prendre avec grand plaisir, hein, je vous jure, que ce soit pour rire ou pour être sérieux. Je suis sûr qu'ils le prendront avec grand plaisir. Alors, toutefois, les élaborations de ces scénarios d'ingénierie climatique soulignent souvent eux-mêmes l'impossibilité pour leur modèle et donc pour l'homme de prévoir avec précision les conséquences d'une intervention ingénierique sur le climat. Et nous sommes en plein dedans. Ouvrez les yeux. Là, je ne fais que détailler ce que nous voyons tous les jours. De nos jours, pas dans les années 50. 1958, peut-être que vous êtes au courant, je sais pas, peut-être que oui, vous êtes au courant. Vous saviez tout ce que je viens de vous dire déjà ? Vous étiez au courant, parce que si vous étiez au courant, il y a un problème les mecs. En 1958, Harry Wexler, directeur de la recherche météorologique à l'US Weather Bureau, signe un article exposant plusieurs scénarios de maîtrise du temps à grande échelle, où il rappelle à ses pairs de nécessité d'évaluer avec soin toutes les conséquences de telles interventions à l'aide de simulations numériques plus raffinées, afin d'éviter, écrit-il, la situation malheureuse où le remède serait pire que le mal. Donc là, en fait, ils disent que on avance dans le hasard, dans le brouillard. Alors si vous êtes éclairés, vous les anticonspirationnistes, les maîtres de la connaissance universelle,
Hein? Vous qui connaissez tout et qui voulez m'apprendre des choses, apprenez-moi des choses. Allez-y, hein, faites-vous plaisir. Hein. Et puis allez, envoyez votre lettre, envoyez votre courrier au CNRS, surtout, hein. Pas à moi. Hein. Ou laissez un commentaire. Laissez un commentaire, je l'enverrai sur le site du CNRS. Et puis s'il y a quelqu'un du CNRS qui regarde cette vidéo, surtout, qui me dise où je fais une erreur. Hein. Je ne fais que relire les colloques. Remède serait pire que le mal. Et 4 ans plus tard, on discute publiquement la menace que représentent ces technologies qui pourraient être déployées par les militaires. En clair, alors, je répète, parce qu'il y en a, ils ont du mal, ils disent « Ah non, mais on est dans un monde du bisounours, c'est pas possible, les bisounours, hein, on est dans les années 1950, là. » Alors je répète, et 4 ans plus tard, Wexler discute publiquement la menace que représentent ces technologies qui pourraient être déployées par les militaires. En clair, le risque d'armes climatiques redoutables développées par l'URSS et les États-Unis. Alors, si vous arrivez des États-Unis ou de l'URSS et que vous en savez plus, et que vous êtes anti-conspirationniste, laissez un commentaire. Des expériences in situ de modification intentionnelle du temps sont menées dès l'immédiat après-guerre. Les militaires financent une large fraction de la recherche américaine en météorologie avec des travaux pouvant tout autant servir une recherche plus fondamentale sur les processus atmosphériques ou bien sûr aider à la prévision du temps. Edward 2012, page 33, mise en question par certains scientifiques dès le milieu des années 1960. Là, c'est pareil. On va monter encore, on monte. Hein. Vous enregistrez, hein, apprenez parce que vous avez du retard à rattraper, hein, les anti-conspires. Parce que là, déjà, vous avez appris que la géo-ingénierie existait. Ça, en plus, vous apprenez que ça peut être utilisé d'une manière militaire. Alors là, votre cerveau, il va exploser, là, les mecs. Surtout, hein, continuez à faire vos vidéos bidons. Hein. Faites-moi rire. Hein. Et puis, donnez-moi des leçons, hein, moi aussi. Hein. Allez-y. Donnez-moi des leçons. Surprenez-moi. Je demande que ça, parce que ça fait longtemps. Moi, franchement, ça me manque d'être surpris. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Ça me manque. Hein. J'aimerais bien être à votre place à des moments, je me dis, être insouciant, ne pas savoir, faire le beau sans rien savoir. Je voudrais bien. Non, je peux plus. Merci Seigneur. La reconnaissance de pratiques d'ensemencement. Alors, la reconnaissance de pratiques d'ensemencement de nuages effectués. Alors, il y en a un anticomplotiste. Il va dire ouais, les capsules ça n'existe pas, je vais parler avec lui 10 minutes, je vais lui apprendre que l'ensemencement ça existe. Il va me dire ah mais tu savais pas que ça existait, hein, le mec il va me dire ah tu n'étais pas au courant, il y a inversion de valeur. Et l'ensemencement il est fait avec quoi si c'est pas avec des produits chimiques? Bande de guignols d'anticonspirationnistes. Franchement vous êtes pire que les platistes, je vous le dis, vous êtes pire que les platistes. Alors foutez-vous bien de leur gueule, mais brisez d'abord le miroir qui est devant votre face, parce que en fait vous parlez devant un miroir les mecs. Quand vous insultez un platiste, c'est comme si vous parliez à vous-même. Je vous le dis. La reconnaissance de pratiques d'ensemencement de nuages effectuées lors de la guerre du Vietnam et des fins belliqueuses entraîne la mobilisation d'éminents scientifiques de l'atmosphère aux États-Unis et aussi des pressions de l'URSS. Le cerveau là, ça va? Et vous êtes réveillés, hein? Réveillez-vous, hein? Restez éveillés. Si vous avez mal à la tête, allez-vous prendre une bouteille d'eau de Javel, je sais pas ce que vous buvez d'habitude. Prenez du neurotoxique. Prenez-vous du fluor. Hein. Si vous avez mal à la tête. Alors, diminution scientifique de l'atmosphère aux États-Unis et aussi la pression de l'URSS. La convention onusienne, l'ONU, dite ENMOD, Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Technique, est signée en 1977.
Après, je vous rappelle qu'il y a aussi le centre de désinformation à côté qui travaille toujours. Alors, dans un contexte de contestation, je continue, mais franchement, je sais pas, vous en voulez, je vous en donnais encore parce que je suis pas sûr qu'il y en ait assez encore. Dans un contexte, de toute façon, après encore, on va voir d'autres choses, hein. Dans un contexte de contestation citoyenne. Ah, parce que oui, il y en a. Mais ouais, il y en a qui sont là, les mecs, pendant que vous faites les barioles, là, sans savoir ce qui se passe. Vous voyez, il y en a, ils contestent. Hein, ce sont ce que vous appelez les conspirationnistes. Mais d'une manière scientifique, c'est appelé dans un contexte de contestation citoyenne. Vous voyez, responsable. Parce que nous, il y a des responsables aussi. On n'est pas tous comme vous. Hein. Brisez le miroir, je vous rappelle. Brisez le miroir qui se trouve devant votre face. Dans un contexte de contestation citoyenne, alors que vous n'êtes même pas au courant, hein, accru contre de grands projets industriels, grands barrages électriques, centrales nucléaires, flottes d'avions, supersoniques, etc. Et alors qu'affluent les études scientifiques sur les modifications néfastes involontaires de l'environnement par l'homme, l'inquiétude des citoyens américains au sujet des agissements des faiseurs de pluie, comme on les appelle, est croissante. Tiens non. Ah, ils sont réveillés aux États-Unis, ils savent des choses. Ah là là, les mecs, dépêchez-vous. Hein. Vous êtes en retard là, de 60 ans, hein, de 1060 ans même, je dirais. Là. Un millénium, 1060 ans. Et croissante des scientifiques respectés suspectent même que les mortifères déluges de Rapid City en 1972 ait pu être occasionné par une expérience d'encensement des nuages. De manière générale, les effets des expériences d'encensement de nuages ou de détournement des tornades ne peuvent être déterminés avec précision. Outre les difficultés que cela crée pour monnayer les activités de faiseurs de pluie auprès des fermiers ou pour calculer des compensations en cas de sinistre, de grandes incertitudes existent alors, et elles demeurent. Quant à la capacité même de parvenir à des résultats significatifs et maîtrisés à l'aide des technologies d'encensement employées. Dans les années 1970, les programmes de recherche sur les modifications du temps et du climat par les pollutions, c'est-à-dire obtenues par inadvertance, supplantent bientôt les programmes de modification intentionnelle, aussi bien dans le milieu de la science que dans les médias américains, puisqu'en particulier la destruction de l'ozone stratosphérique et la mise en œuvre des normes de qualité de l'air par l'EPA monopolisent l'espace médiatique consacré aux phénomènes atmosphériques. Ah, il y en a qui sont réveillés, hein. Il y en a qui sont là, heureusement. Dans ce contexte, la majorité des scientifiques de l'atmosphère jugent avec sévérité ces projets de maîtrise du climat à grande échelle et les quelques technologies de géo-ingénierie pour contrebalancer le changement climatique d'origine anthropique qui commence à être proposé. Dans un article de 1974, les météorologistes William Kellogg et le climatologue Stephen Schneider souligne que le savoir sur le système climatique demeure très insuffisant pour présumer des effets de cette géo-ingénierie réparatrice sur les climats régionaux et que cette posture agnostique risque de dominer encore longtemps dans la communauté. En outre, en cas de déploiement de telles technologies, il y aurait nécessairement des gagnants et des perdants, situation qui conduirait inévitablement à des conflits. De plus, toute compensation des populations laissées conduirait à des controverses. Elle sera jugée insuffisante par les uns, excessive par les autres, situation pouvant conduire à décrédibiliser les experts. Autre question cruciale sur laquelle Kellogg et Schneider clôturent leur liste d'objections qui décidera et qui mettra en œuvre les technologies de modification du climat et qui assumera les coûts de réparation des effets inattendus, coûts potentiellement gigantesques. Les questions de Kellogg et Schneider sont toujours là.
la géo-ingénierie réparatrice à la frontière des sciences et des négociations climatiques. On va voir nous allons voir un autre article. Alors, nous allons voir Storm Fury. Donc, vous connaissez Storm Fury, hein, les anticonspirationnistes. N'hésitez pas à répondre par commentaire. Et si vous connaissez, il y a un problème. Alors, Storm Fury, le programme Storm Fury, Project Storm Fury en anglais, était une expérience d'encensement des nuages. Donc, il y en a un, ils vont dire « Ah, mais l'encensement, ça fait longtemps que ça existe, hein, les anticonspirations. Ah, ça existe depuis longtemps, ouais. » Contradiction, dans l'autocontradiction, alors, si vous connaissez l'encensement des nuages et que vous dites qu'il n'y a pas de produits chimiques, ben, nous allons voir ça. Le programme Storm Fury, Project Storm Fury en anglais, était une expression d'encensement des nuages, des cyclones tropicaux avec de l'iodure d'argent. L'iodure d'argent, pour moi, soit balancé dans le ciel, c'est pas naturel. Hein. Pour en diminuer l'intensité, le programme était financé en 1962 à 1983 par le gouvernement des États-Unis et sous la supervision de Weather Bureau et de son successeur, le National Weather Service. Le dernier vol s'est effectué en 1971, tout en sachant que le bureau de la CIA des informations, il est toujours là, il est opérationnel. Le dernier vol s'est effectué en 1971 lors d'un changement dans la flotte d'avions opérés. Donc là, c'est un fake pour moi, c'est un fake news quand ils disent que c'est le dernier vol. Pour moi, c'est pas le dernier vol, c'est un des premiers même, je dirais. Pour moi, ça, c'est un fake news. Mais après, c'est mon avis personnel, je l'ai dit comme ça. Il suffit de regarder le ciel après. Hein. Mais non, les anticonspirationnistes, non, c'est de la condensation. C'est de la condensation pour eux. Donc, je tiens à vous dire que je finirai cette vidéo avec des extraits hein, de vols d'avion. Hein. Puis, des phénomènes de condensation, vous allez voir, assez original. Hein. Faudra expliquer comment ça se passe, hein, la condensation hein, dans la tête des conspirationnistes. Hein. Amnésique. Le dernier vol s'est effectué en 1971, c'est cela, ouais, lors d'un changement dans la flotte d'avions opérée par NOAA. Mais les données ont continué à être analysées durant plus de 10 ans, malgré l'insuccès à influencer les cyclones. Le programme Storm Fury a permis des observations in situ de la physique des nuages qui a permis d'améliorer les connaissances sur le cycle de vie des systèmes tropicaux et leurs prévisions. Hypothèse. L'encensement des nuages a été tenté la première fois par Vincent Schaeffer et Irving Langmuir qui avaient supposé que des cristaux d'iodure d'argent agiraient comme les noyaux de congélation naturelle et captureraient les gouttelettes d'eau en surfusion contenues dans un nuage. Devant les résultats positifs, Langmuir devint un ardent défenseur de la modification du temps par cette méthode. Schaeffer expérimenta aussi avec de la glace sèche, concassée et produisit de la neige. Il travaillait pour General Electric et a même réussi à favoriser une tempête de neige de 20 cm en 1946. Devant les implications légales, GE a cessé son soutien à Schaeffer, mais celui-ci rejoint Langmuir comme consultant pour les militaires américains sur le projet Cirrus, la première expérience à grande échelle sur la physique des nuages et la modification du temps. L'hypothèse de Cirrus et plus tard Storm Fury était qu'en ensemençant de murs de l'œil d'un ouragan, de la chaleur latente serait produite lors de la congélation des gouttelettes surfondues. Cela devait donc réchauffer le sommet des orages dans le mur, ce qui le stabiliserait et le perturberait. Bon, je vais arrêter là. Bon, voilà, là nous allons continuer avec des séquences vidéo que je vais vous commenter, vous poser des questions, je vais vous poser des questions, vous allez m'expliquer un petit peu le principe de condensation, hein, comment ça se passe avec les avions, vous allez voir des extraits intéressants.